Le poison de l'ambition. J'étais sur le point de transmettre mon entreprise à ma belle-fille. Après 42 ans à tout construire à partir de zéro, il était temps de lâcher prise. Du moins, c'est ce que je me répétais chaque matin, comme une prière qui ne sonnait jamais complètement juste. Je m'appelle Henri, j'ai 60 ans, des cheveux grisonnants que j'insiste à garder courts et pratiques, et des mains qui tremblent encore quand je repense à cet après-midi de jeudi. C'était il y a 6 mois. Mais je jure que je peux sentir le goût de la peur dans ma bouche, chaque fois que j'y pense. Le goût amer d'avoir failli ne plus être là. L'entreprise était ma vie, mon fils, ma fille, ma raison d'être. J'avais commencé avec un petit atelier de menuiserie au fond de la maison que je partageais avec ma mère. J'avais 18 ans et je venais de perdre mon père. Nous n'avions rien d'autre qu'une vieille scie circulaire et cette obstination qui coule dans le sang des hommes de ma famille. Ceux qui ne savent pas abandonner, parce qu'abandonner n'a jamais été une option qui nous a été offerte. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 230 personnes. Nous exportons dans 17 pays. Notre nom est gravé dans les magasins de décoration de Paris à Bruxelles. Et j'étais sur le point de tout remettre à Camille, ma belle-fille, mariée à mon fils unique Julien. Camille. Ma belle-fille, mon erreur. Non, ce n'est pas juste. Elle n'est pas une erreur, mais peut-être que la façon dont j'ai tout géré l'était. J'ai donné à Julien tout ce que je n'ai jamais eu. Des écoles chères, des voyages, la sécurité. Je l'ai protégé de toutes les batailles que j'ai dû affronter. Je pensais être un bon père. Je pensais le protéger. Je n'ai pas réalisé que je créais un homme qui n'avait jamais eu à se battre pour rien, qui n'a jamais compris la valeur de la sueur, qui tachait mes chemises pendant que je rabotais jusqu'à 3 heures du matin. Mais j'aimais mon fils. Je l'aime encore. Et quand Camille a demandé à reprendre l'entreprise, car c'était elle qui le voulait vraiment, pas Julien, comment pouvais-je refuser? Elle était la femme de mon fils, sa partenaire. L'entreprise était la mienne, mais aussi la leur, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que je me disais pour calmer le malaise qui grandissait dans ma poitrine chaque fois que je voyais comment elle traitait les employés, comment elle parlait d'optimiser les coûts, quand je savais que cela signifiait licencier des gens qui travaillaient avec moi depuis 20 ans. Et puis, il y avait Camille, ma belle-fille. Ah, Camille, belle, polie, toujours avec le sourire parfait au bon moment. Elle était entrée dans notre vie il y a 3 ans, quand elle avait rencontré Julien lors d'un gala de charité. Cheveux châtains impeccables, ongles toujours parfaits, vêtements qui coûtèrent le salaire mensuel de 2 de mes employés. Elle venait d'une famille aisée de Lyon, une de ces vieilles familles qui ont de l'argent mais pas d'entreprise, de l'argent immobile, gardé, protégé. Camille voulait plus. Camille voulait du mouvement. Camille voulait le pouvoir. Je l'ai vue dès le premier jour. J'ai vu comment ses yeux brillaient quand nous parlions de l'entreprise, de l'avenir, d'hériter de tout. J'ai vu comment elle posait des questions apparemment innocentes sur la structure actionnariale, sur le testament, sur la succession. Mais j'ai fait semblant de ne pas voir parce que Julien était heureux, parce qu'il souriait d'une façon qu'il n'avait pas souri depuis des années, parce que je voulais croire que j'étais juste un vieux cynique, un de ces beaux-pères amers qui apparaissent dans de mauvaises blagues. J'avais programmé la réunion pour un jeudi de mars. Ce serait une cérémonie simple au bureau avec mon notaire présent. Je signerais les papiers transférant la présidence à Camille. Elle prendrait officiellement le relais. Julien serait là, bien sûr. Il était toujours là, mais toujours dans l'ombre de sa femme. Ce matin-là, je me suis réveillé avec un poids sur la poitrine que j'attribuais à l'anxiété naturelle de lâcher quelque chose que j'avais tenu pendant plus de 4 décennies. J'ai enfilé mon costume bleu marine, celui que je portais lors des réunions importantes. J'ai mis les boutons de manchette en argent que ma mère m'avait donnés avant de mourir. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un homme fatigué, mais digne. Un homme qui avait construit un empire de ses propres mains et qui était sur le point de le remettre. Je suis arrivé au bureau à midi. Camille et Julien étaient déjà là, dans la salle de réunion. Elle semblait radieuse, portait une robe crème qui coûtait probablement plus que ma voiture. Elle m'a souri de ce sourire parfait. « Henri », dit-elle.
Et j'ai toujours détesté comment elle ne m'appelait jamais beau-père, toujours Henri, comme si nous étions des collègues de travail. J'ai apporté du café pour tout le monde. Je sais comment vous l'aimez, bien fort et sans sucre. Elle m'a tendu une tasse en porcelaine blanche. De la vapeur s'en échappait légèrement. L'arôme était bon, riche. J'étais sur le point de la prendre quand Marguerite, mon employée de maison depuis 15 ans, est entrée dans la salle avec un plateau de macarons. Marguerite venait rarement au bureau. Elle s'occupait de ma maison, de mon espace privé. La voir ici était étrange. Elle est passée près de moi et soudain a trébuché. Elle n'est pas tombée, mais m'a heurté assez fort pour me faire un pas de côté. Elle s'est approchée de mon oreille, juste une seconde, et a chuchoté si bas que j'ai à peine entendu. « Ne buvez pas. Faites-moi juste confiance. » Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé Marguerite, mais elle s'éloignait déjà, le visage impassible, comme si rien ne s'était passé. J'ai regardé la tasse dans ma main, puis Camille, qui m'observait avec ce sourire, puis Julien, qui manipulait des papiers, inconscient. Pendant des années, j'avais construit une entreprise basée sur l'instinct, sur le fait de savoir quand quelque chose n'allait pas, sur la confiance en mon intuition, même quand tout le monde disait que j'avais tort. Et à ce moment-là, mon intuition criait. « Camille, dis-je d'une voix calme, vous êtes adorable, mais vous savez que le café trop chaud me fait mal à l'estomac. Laissez-moi le laisser refroidir un peu. » J'ai posé ma tasse sur la table. « Mais s'il vous plaît, ne laissez pas le vôtre refroidir. Je sais que vous l'aimez bien chaud. » J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. C'était rapide, de l'hésitation. Mais elle a souri à nouveau et a pris sa propre tasse. Et puis, dans un mouvement qui semblait se produire en dehors de mon contrôle conscient, pendant que Julien se levait pour appeler le notaire, pendant que Camille se tournait pour prendre du sucre, j'ai échangé les tasses, la mienne contre la sienne. Rapide, silencieux, parfait. « Voilà !» dis-je en levant ce qui était maintenant sa tasse. « C'est assez refroidi. » Camille s'est retournée et a pris ce qu'elle pensait être sa tasse, mais c'était la mienne. Elle a bu une gorgée, 2. 5 minutes plus tard, elle s'est effondrée sur le sol. Le corps de Camille est tombé avec un bruit sourd qui résonne encore dans mes cauchemars. Ce n'était pas dramatique comme dans les films. Il n'y a pas eu de cri, pas de lutte. Elle s'est simplement effondrée. La tasse a glissé de sa main, renversant du café sur le tapis perçant que j'avais depuis 20 ans. Le liquide sombre s'est étalé comme du sang. Julien a crié. Je pense qu'il a crié. Tout est devenu étouffé, comme si quelqu'un avait mis du coton dans mes oreilles. J'ai vu sa bouche s'ouvrir, je l'ai vu courir vers elle, s'agenouiller à côté du corps immobile de sa femme, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là, debout, tenant une tasse vide, observant. Il existe un type de choc qui ne paralyse pas, mais qui vous met dans un état de lucidité brutale. C'est ce que j'ai ressenti. Pas de panique, pas d'hystérie, juste une conscience aiguë et tranchante que mon intuition m'avait sauvé, que Marguerite m'avait sauvé, que ce café, cette tasse offerte avec un sourire si doux, avait été préparé pour moi. Ma belle-fille avait essayé de me tuer. « Appelez une ambulance !» hurlait Julien secouant Camille par les épaules. Elle était inconsciente, le visage pâle, les lèvres commençant à devenir légèrement bleues. « Papa, faites quelque chose! Appelez quelqu'un !» Je me suis déplacé alors. J'ai pris le téléphone, composé le 15. Ma voix est sortie étrangement calme quand j'ai parlé à l'opérateur. J'ai besoin d'une ambulance. Une femme s'est évanouie. Oui, elle respire. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je savais exactement ce qui s'était passé. Marguerite avait disparu de la salle. J'ai regardé autour de moi et elle n'était plus là. Intelligente, toujours si intelligente. Mon employé de maison, qui ne venait jamais au bureau, était apparu exactement au bon moment. Elle m'avait averti et était partie avant que quelqu'un puisse poser des questions. Les ambulanciers sont arrivés en 12 minutes. 12 minutes pendant lesquelles Julien a tenu la main de Camille et a pleuré. 12 minutes pendant lesquelles je suis resté debout contre le mur, observant, pensant. 12 minutes pendant lesquelles mon fils ne m'a pas regardé une seule fois. Il n'avait Dieu que pour elle, sa femme, sa belle-femme,
qui venait d'essayer d'assassiner son père. Mais il ne le savait pas, et je ne pouvais pas le lui dire, pas encore, parce que si je le lui disais, j'aurais besoin de preuves. Et pour prouver, j'aurais besoin de la tasse, j'aurais besoin de Marguerite, j'aurais besoin de détruire mon fils d'une manière dont il ne se remettrait peut-être jamais. Ils ont emmené Camille. Julien est parti avec elle dans l'ambulance. J'ai dit que je viendrais dans ma propre voiture. Il n'a pas discuté, n'a pas regardé en arrière. Quand je suis resté seul dans la salle de réunion, j'ai regardé les 2 tasses, une vide par terre, tombée, l'autre sur la table, encore avec du café. J'ai pris une serviette, enveloppé la tasse que Camille avait bue, celle qui aurait dû être la mienne, et l'ai rangée dans mon attaché-case. Preuve. Ensuite, j'ai appelé mon notaire. « La réunion est annulée, dis-je. Henri, que s'est-il passé? Rien que vous ayez besoin de savoir maintenant. Je l'ai simplement tout. Ne signez rien. Ne traitez rien concernant le transfert. Compris ?» Il y eut une pause. « Compris. » J'ai appelé Marguerite. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Où êtes-vous » demandai-je. « Chez vous, monsieur Henri. Votre maison. Restez-y, j'arrive. » J'ai conduit en pilote automatique. Ma maison était à 20 minutes du bureau, dans un quartier calme et arboré du 16e arrondissement. J'avais acheté cette maison il y a 10 ans, quand j'avais enfin pu me permettre le luxe d'avoir un espace rien qu'à moi. Julien avait vécu avec moi jusqu'à son mariage, mais la maison avait toujours été la mienne, mon refuge, mon château. Marguerite était dans la cuisine quand je suis arrivé. Elle avait 63 ans, 3 de plus que moi, cheveux complètement blancs, tirés en chignon, mains rugueuses de tant de travail, des yeux qui avaient vu trop de choses pour s'impressionner facilement. Elle avait commencé à travailler pour moi quand Julien avait 15 ans. Elle avait vu mon fils grandir, avait vu Camille entrer dans nos vies. « Asseyez-vous, dit-elle. Et c'était un ordre. Je me suis assis à la table de la cuisine, sur la même chaise où je prenais mon café chaque matin. Marguerite a posé une tasse de thé devant moi. J'ai regardé la tasse avec une méfiance involontaire. Elle l'a remarqué et quelque chose de triste a traversé son visage. « C'est moi qui ai fait ce thé, dit-elle doucement. Vous pouvez le boire. » J'ai bu. C'était chaud et trop sucré, mais je ne me suis pas plaint. « Comment avez-vous su ?» demandai-je finalement. Marguerite a soupiré, s'est assise sur la chaise en face de la mienne, quelque chose qu'elle faisait rarement. Nous avions toujours maintenu une distance respectueuse, une ligne invisible entre employés et employeurs que nous respections tous les deux. Mais à ce moment-là, la ligne a disparu. « J'ai entendu des choses, dit-elle. Ces derniers mois, quand il venait ici, quand vous n'étiez pas là, je faisais semblant de ne pas prêter attention. Mais j'écoutais. Quel genre de choses? Des conversations sur l'argent, sur votre testament, sur combien tout vaudrait. Votre Julien? Elle hésita. Votre Julien n'est pas mauvais, monsieur Henri, mais il est faible. Et elle, Marguerite secoua la tête, elle est dangereuse. Continuez. Il y a une semaine, je nettoyais leur appartement. J'ai trouvé des papiers, des documents. Ils étudiaient des moyens d'accélérer la succession, des façons de garantir que tout passe rapidement. Et vous avez pensé qu'ils feraient quoi? Me tueraient? Marguerite me regarda dans les yeux. Il y a 3 jours, Madame Camille m'a demandé si je savais où vous gardiez vos médicaments. Elle a dit qu'elle voulait savoir au cas où vous auriez besoin de quelque chose. C'était trop gentil, trop spécifique. Elle a posé des questions sur les allergies, sur votre cœur, sur beaucoup de choses. Un frisson a parcouru mon échine. Et aujourd'hui, continua Marguerite, elle m'a appelé tôt ce matin, a dit qu'elle avait préparé du café spécial pour la réunion, a dit que je n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé ça étrange parce qu'elle ne m'avait jamais appelé avant, ne s'était jamais souciée de ce que je faisais ou ne faisais pas. Alors je suis allé au bureau quand même, et quand je l'ai vue avec ses tasses, quand j'ai vu comment elle vous regardait, j'ai su. Vous saviez, j'ai ressenti, je ne pouvais pas prouver, mais j'ai ressenti. Nous sommes restés silencieux. L'horloge murale marquait les heures avec son tic-tac monotone. Toute ma vie avait changé en un après-midi, et tout ce que je pouvais entendre était le tic-tac d'une horloge.
Elle est à l'hôpital maintenant, dis-je. Ils vont découvrir ce qu'il y avait dans le café. Ils vont poser des questions. Je sais. Julien va vouloir des réponses. Je le sais aussi. Je regardais cette femme qui m'avait servi pendant 15 ans, qui s'était occupée de ma maison, de ma nourriture, de ma vie. Qui avait sauvé ma vie? Pourquoi avez-vous fait ça, Marguerite? Pourquoi avez-vous pris tant de risques pour moi? Elle a souri. Ce fut un sourire triste et fatigué. Parce que j'ai 2 filles, monsieur Henri, et si quelqu'un essayait de leur faire du mal, j'espérerais qu'il y aurait un autre père dans le monde assez courageux pour les protéger, même si ces filles étaient déjà adultes, même si elles ne savaient pas qu'elles étaient en danger. Mon téléphone a sonné. C'était Julien. « Papa. » Sa voix était étrange. « Vous devez venir à l'hôpital maintenant. Les médecins ont trouvé quelque chose dans le sang de Camille. Ils appellent la police. » L'hôpital sentait le désinfectant et la peur. J'ai toujours pensé que tous les hôpitaux ont la même odeur. Peu importe leur prix ou leur modernité, c'est l'odeur de la vulnérabilité humaine, de la fragilité de tout ce que nous construisons et prétendons contrôler. Julien était dans le couloir du 3e étage quand je suis arrivé. Son costume était froissé, la cravate desserrée. Il avait les yeux rouges. Mon fils de 35 ans ressemblait à un enfant perdu. « Papa !» Il est venu vers moi, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il allait m'embrasser, mais il ne l'a pas fait. Il est resté là, oscillant entre s'approcher et garder ses distances. Ils ont dit que c'était du poison dans le café. Quelqu'un a mis du poison dans le café. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je voulais le toucher, mais mes mains sont restées le long de mon corps, des mains qui avaient échangé des tasses il y a quelques heures, des mains qui avaient sauvé ma propre vie tout en condamnant ma belle-fille. « Comment va-t-elle » demandai-je. « Coma induit. Ils ont dû faire un lavage gastrique. Ils ont dit que si ça avait pris quelques minutes de plus... » Il n'a pas terminé la phrase. Il n'en avait pas besoin. Un policier s'est approché, jeune, avec un carnet à la main, et ce regard que les policiers ont quand ils pensent qu'ils traitent quelque chose d'important. Un regard ambitieux. « Vous êtes Henri Moreau, père de Julien Moreau ?»« Oui. » « Je dois vous poser quelques questions sur l'incident de cet après-midi. Vous étiez présent quand la victime a consommé la boisson ?»« Victime. » Camille était la victime maintenant. Pas la meurtrière qu'elle avait essayé d'être. « J'étais présent, » répondis-je. Ma voix est sortie ferme. Des années à diriger des réunions difficiles m'avaient appris à contrôler mon ton, même quand mon cœur s'emballait. « Et vous avez aussi bu du café ?»« Non, j'allais en boire, mais j'ai décidé d'attendre qu'il refroidisse. »« Pourquoi ?» Je l'ai regardé, si jeune, si sûr d'avoir toutes les réponses. Parce que le café trop chaud m'irrite l'estomac. J'ai 60 ans, officier. J'ai appris à écouter mon corps. Il a noté quelque chose. Qui a préparé le café? Camille, ma belle-fille. Julien s'est retourné brusquement vers moi. Qu'est-ce que tu dis? La vérité. Camille a apporté le café pour la réunion. Elle a dit qu'elle l'avait préparé spécialement. Alors tu es en train de dire que ma femme s'est empoisonnée elle-même? Sa voix est montée d'une octave. Des gens dans le couloir ont regardé. C'est ridicule. Je ne dis rien d'autre que ce qui s'est passé, Julien. Le policier a levé la main. Monsieur Moreau, s'il vous plaît, laissez votre père répondre. Il s'est tourné vers moi. Quelqu'un d'autre était dans la salle? J'ai pensé à Marguerite. J'ai pensé à comment elle était apparue, m'avait averti, avait disparu. J'ai pensé à comment mentionner son nom la traînerait dans ce chaos. Marguerite, qui avait 2 filles. Marguerite, qui m'avait sauvé sans rien demander en retour. Mon notaire allait venir, mais il n'était pas encore arrivé. Il y avait des employés dans le bâtiment, bien sûr. C'est mon entreprise. Et l'employé de maison? Votre fils a mentionné que quelqu'un est entré avec des macarons. Mon cœur a bondi. Julien avait vu Marguerite. Bien sûr qu'il avait vu Marguerite. Oui, elle a apporté des macarons, mais ce n'était qu'un moment. Elle est entrée et sortie. Je vais avoir besoin de lui parler. Bien sûr, je peux vous donner ses coordonnées. Julien tenait sa tête dans ses mains. Je n'arrive pas à y croire.
Je n'arrive pas à croire que nous ayons cette conversation. Camille se bat pour sa vie, et vous êtes là à poser des questions comme si quelqu'un avait planifié ça. Quelqu'un l'a planifié, dit le policier calmement. Le laboratoire a identifié de la strychnine dans son sang. La strychnine est un poison spécifique, contrôlé. Elle n'apparaît pas accidentellement dans une tasse de café. Strychnine. Le mot a plané dans l'air comme une sentence. J'avais lu sur la strychnine une fois, il y a des années, dans un roman policier que je n'avais jamais fini. Elle causait des convulsions, la paralysie, une mort lente et douloureuse si la dose était assez élevée, une mort rapide et efficace si elle était correctement calculée. Camille avait calculé ma mort. Je vais avoir besoin que tous ceux qui étaient présents à la réunion viennent au commissariat demain pour des dépositions formelles, dit le policier. Cela inclut l'employé de maison, et je vais avoir besoin que vous préserviez cette salle exactement comme elle est. C'est une scène de crime maintenant. Scène de crime. Mon bureau, où j'avais construit mes rêves, où j'avais signé des contrats qui avaient changé ma vie, était maintenant une scène de crime. Puis-je la voir, Camille ? Demandai-je. Julien me regarda comme si j'avais parlé dans une autre langue. Pourquoi voudrais-tu la voir ? Parce qu'elle est ma belle-fille, parce que, indépendamment de ce qui s'est passé, elle fait partie de cette famille. Il a ri. C'était un rire amer, brisé. Famille. Tu étais sur le point de me donner l'entreprise. Finalement, après des années à me faire supplier, à me faire prouver que j'en étais digne. Et maintenant ça arrive, et tu agis comme si rien n'avait changé. Julien, non. Il a levé la main. Tu n'as jamais cru en moi, n'est-ce pas? Tu n'as jamais cru que je pouvais diriger l'entreprise aussi bien que toi. Et maintenant, tu vas utiliser ça comme excuse pour tout garder encore plus fort. Camille est là-bas en train de mourir et tu penses aux affaires. Chaque mot était un couteau. Pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'en partie, j'avais douté, j'avais protégé mon entreprise de mon propre fils, parce qu'au fond, je ne lui faisais pas confiance. Pas de la façon dont j'aurais dû. Mais il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas que sa femme avait mis du poison dans une tasse avec mes initiales gravées. Il ne savait pas que son sourire cachait une planification froide et calculée. Il ne savait pas que j'avais échangé les tasses et sauvé ma propre vie. Et je ne pouvais pas lui dire. Pas encore, parce que si je lui disais, je devrais admettre que je savais, je devrais expliquer Marguerite, je devrais complètement détruire l'image que Julien avait de Camille. Et un homme qui perd son père est blessé. Un homme qui découvre que sa femme a essayé de tuer son père est détruit. Vous pouvez la voir, dit une infirmière en apparaissant à nos côtés, mais seulement la famille directe, et seulement pour quelques minutes. Julien est entré sans regarder en arrière. Je suis resté dans le couloir avec le jeune policier qui prenait encore des notes dans son carnet. « Monsieur Moreau, dit-il, et sa voix avait changé, était devenue plus douce. Je sais que c'est difficile, mais je dois vous demander, aviez-vous une raison de vouloir faire du mal à votre belle-fille » La question m'a pris au dépourvu. Bien sûr que je serais suspect. Le beau-père riche qui était sur le point de transmettre l'entreprise. Le beau-père qui ne s'était jamais bien entendu avec la belle-fille. Le beau-père qui avait commodément décidé de ne pas boire le café. Non, répondis-je, je n'avais aucune raison. Mais en disant cela, j'ai réalisé que je mentais. Pas sur l'empoisonnement, je n'avais empoisonné personne. Mais sur les raisons. J'avais des raisons. J'avais vu comment Camille changeait mon fils. J'avais vu l'éclat d'ambition dans ses yeux. J'avais senti, à chaque dîner de famille, à chaque réunion, qu'elle attendait. Attendait que je meure. Attendait que je disparaisse. Attendait que tout soit enfin à elle. Et elle s'était lassée d'attendre. Le policier m'a donné une carte. Si vous vous souvenez de quelque chose, n'importe quoi, appelez-moi. J'ai pris la carte. Je suis resté seul dans le couloir, entouré par l'odeur de désinfectant et de peur. Et pour la première fois depuis que Marguerite avait chuchoté à mon oreille, je me suis permis de ressentir. Je me suis permis de trembler. J'avais sauvé ma vie, mais j'avais condamné ma belle-fille. Et mon fils ne me pardonnerait jamais pour aucune des deux. Je suis rentré chez moi quand il faisait déjà nuit. La maison était sombre, silencieuse. Marguerite était partie, comme toujours, à 18 heures.
J'ai laissé les lumières éteintes et me suis assis sur le canapé du salon, encore avec mon manteau, tenant toujours mon attaché-case où je gardais la tasse empoisonnée. Je n'ai appelé personne, je n'ai pas mangé. Je me suis juste assis là, dans l'obscurité, laissant le poids de tout s'abattre sur moi. Il existe une solitude spécifique que seuls les pères d'enfants adultes connaissent. C'est la solitude de celui qui a tout donné, tout sacrifié, et qui maintenant observe de loin pendant que cet enfant que vous avez bercé se transforme en un étranger qui vous regarde avec ressentiment. Julien n'était plus mon petit garçon. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Pas de la façon dont je l'imaginais. Je me suis souvenu de sa naissance. J'avais 25 ans. Mon entreprise commençait à croître, sortant de l'atelier du fond de la maison pour un petit entrepôt loué. Je travaillais 16 heures par jour, créant des meubles, faisant des contacts, me battant pour chaque contrat. Il n'y avait pas de mère dans la vie de Julien, pas vraiment. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté à beaucoup de gens. La mère de Julien avait été une erreur d'une nuit que je préférais oublier. Une femme mariée, plus âgée, qui m'avait promis des choses qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tenir. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle m'a offert de l'argent pour régler le problème. Elle voulait avorter. J'ai refusé l'argent et j'ai pris Julien. J'ai élevé Julien seul. Ma mère m'a aidé jusqu'à sa mort quand il avait 7 ans. Après cela, c'était juste nous deux, moi et mon fils, contre le monde. Du moins, c'est comme ça que je le voyais. Mais la vérité que je n'ai jamais admise, même à moi-même, c'est que j'étais absent. Physiquement présent, oui, je payais les meilleures écoles, j'achetais les meilleurs cadeaux, je m'assurais qu'il avait tout. Mais émotionnellement, j'étais toujours à l'entreprise, toujours en train de penser au prochain contrat, au prochain défi, à comment transformer ce petit atelier en empire. J'ai embauché des nounous, de bonnes nounous. Puis j'ai embauché Marguerite, qui s'est occupée de lui pendant l'adolescence. Marguerite a été plus mère pour Julien, à certains égards, que je n'ai jamais pu l'être en tant que père. Elle était là quand il rentrait de l'école. Elle écoutait ses passions d'adolescent, ses peurs, ses rêves. Je n'apparaissais qu'en fin de soirée, fatigué, et je demandais ses notes. Julien ne s'est jamais plaint. C'était un bon garçon, calme, obéissant. Il avait de bonnes notes, ne causait pas de problème. Et j'ai interprété cela comme un signe que je faisais tout correctement. Je n'ai pas réalisé que le silence d'un enfant peut être un cri d'abandon. Quand il est entré à l'université, il voulait étudier la musique. Je m'en souviens parce que c'était l'une des rares fois où il s'est vraiment battu pour quelque chose. Il jouait du piano magnifiquement, avait du talent. Mais j'ai dit non. J'ai dit que la musique n'était pas une profession, qu'il devait étudier la gestion pour reprendre l'entreprise un jour. Il a obéi, comme il a toujours obéi. Il a fermé le piano et n'a plus jamais joué. Maintenant, assis dans le noir, je me demandais si c'était ce moment-là, le moment où j'avais vraiment perdu mon fils, le moment où il avait appris que ses rêves comptaient moins que mes plans pour lui. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien. Camille Stable. Médecins disent qu'elle va survivre. Police veut interroger tout le monde demain à 9 heures, y compris toi. Il n'y avait pas de bonne nuit, pas de je t'aime, papa. Juste de l'information froide, factuelle. J'ai tapé une réponse. Je serai là. Comment vas-tu? 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis rien. Il avait abandonné de répondre. Je me suis levé, finalement, j'ai allumé les lumières, je suis allé à la cuisine. J'avais besoin de manger quelque chose, même sans faim. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai vu les récipients organisés que Marguerite laissait toujours. Nourriture préparée, étiquetée avec des dates. Elle prenait soin de moi comme elle avait pris soin de Julien il y a des années. J'ai réchauffé une soupe. Je me suis assis à table, et ce n'est que quand j'ai porté la cuillère à ma bouche que j'ai réalisé que je pleurais. Des larmes silencieuses qui tombaient sans que je fasse rien pour les arrêter. J'ai pleuré pour Julien. J'ai pleuré pour l'enfant qu'il était et pour l'homme qu'il était devenu. J'ai pleuré pour les erreurs que j'avais commises en croyant faire ce qui était juste. J'ai pleuré pour Camille.
allongé dans un lit d'hôpital, payant pour avoir essayé de me tuer, mais étant aussi victime de son propre poison. J'ai pleuré pour Marguerite, qui avait tout risqué pour moi. Et j'ai pleuré pour moi-même, pour l'homme qui avait construit un empire, mais n'avait pas su construire une famille. Le téléphone a sonné. C'était Marguerite. Monsieur Henry. Sa voix était tendue. La police est venue ici. Ils ont posé des questions. Beaucoup de questions. Qu'avez-vous dit? La vérité. Que j'étais là, que j'ai vu Madame Camille servir le café, que je vous ai heurté sans le vouloir. Et à propos de l'avertissement. Silence. Puis, je n'ai pas mentionné ça. Mais, monsieur Henry, ils vont vouloir savoir pourquoi j'étais là. Je ne vais jamais au bureau, jamais. Et soudain, j'apparais le jour où ça arrive. Elle avait raison. Marguerite s'était mise en danger. Pour moi. Demain, nous devrons déposer, dis-je. Vous allez raconter exactement ce qui s'est passé. Vous allez dire que vous étiez là parce que je vous ai demandé d'apporter des macarons, que vous avez remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Camille, que votre instinct vous a dit que quelque chose n'allait pas. Et s'ils ne me croient pas, ils devront vous croire parce que c'est la vérité. J'ai fait une pause. Marguerite, vous avez sauvé ma vie. Je ne vais pas vous laisser en subir les conséquences. Compris? Oui, monsieur. J'ai raccroché et j'ai pris mon attaché-case. J'ai sorti la tasse enveloppée dans la serviette. Je l'ai posée sur la table et je l'ai observée. Porcelaine blanche avec des détails dorés, chère, élégante, pleine de poison qui aurait dû me tuer. Est-ce que ça aurait été rapide ou est-ce que j'aurais souffert? Est-ce que j'aurais senti mon corps se convulser, perdre le contrôle? Est-ce que j'aurais eu le temps de réaliser ce qui se passait, de regarder Julien et de voir quoi? La culpabilité? L'horreur? Où était-il aussi impliqué? C'était la question qui me terrifiait plus que tout autre. Mon fils savait-il? Julien planifiait-il cela avec Camille ou avait-elle agi seule sans qu'il le sache? Je voulais croire en son innocence. Je voulais croire que mon fils, aussi distant que nous soyons, ne souhaiterait jamais ma mort. Mais une partie de moi, une petite partie venimeuse, chuchotait. Il voulait l'entreprise. Il a toujours voulu l'entreprise. Et tu étais sur son chemin. Je me suis lavé le visage, j'ai changé de vêtements, j'ai essayé de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. Je suis resté allongé, regardant le plafond, repassant chaque détail de cet après-midi. Le sourire de Camille, le trébuchement de Marguerite, l'échange des tasses, le corps qui tombe. À 3 heures du matin, j'ai abandonné le sommeil. Je suis allé au bureau que j'avais à la maison, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé à enquêter. Camille Dubois-Moreau. J'ai cherché sur les réseaux sociaux, sur les sites d'actualité, dans les archives publiques. Elle venait de Lyon, famille traditionnelle, comme je le savais déjà. Père juge à la retraite, mère professeur d'université. Elle avait étudié la gestion dans une université privée. Pas d'historique de travail cohérent. Quelques stages, quelques postes dans des entreprises de la famille. Rien de substantiel. J'ai trouvé des photos d'elle avant de rencontrer Julien. À des fêtes, en voyage, toujours entourée de personnes riches, toujours impeccable. Et puis, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Elle avait été fiancée avant, à un entrepreneur plus âgé, propriétaire d'une chaîne de restaurants gastronomiques. Les fiançailles avaient duré 6 mois et s'étaient terminées abruptement. J'ai cherché plus. J'ai trouvé un article de presse People d'il y a 3 ans. Les fiançailles s'étaient terminées parce que la famille de l'entrepreneur avait découvert que Camille enquêtait sur ses finances, posait des questions sur les testaments et les héritages. Il l'avait accusée d'être intéressée. Elle avait tout nié publiquement, avait dit que c'était de la persécution. 1 an plus tard, elle avait rencontré Julien. Mon estomac s'est retourné. Julien n'était pas le premier. Il était un schéma. Camille cherchait des hommes avec de l'argent, avec un patrimoine, avec quelque chose à hériter. Et j'étais l'obstacle. J'avais toujours été. J'ai imprimé tout ce que j'avais trouvé. Je l'ai mis dans un dossier. Preuve. Pas de l'empoisonnement, mais du caractère, de l'histoire, du schéma de comportement.
Quand le soleil s'est levé, je savais déjà ce que je devais faire. Je devais protéger Julien. Pas de moi, mais d'elle. Je devais lui montrer qui Camille était vraiment, même s'il me détestait pour ça, même s'il ne me pardonnait jamais. Parce que c'est ce que les pères font. Ils protègent leurs enfants, même quand ces enfants sont des hommes adultes qui ne veulent plus être protégés. Même quand cela signifie détruire l'illusion d'amour qu'ils ont construite. Je me suis habillé avec soin, costume noir, boutons de manchette discrets, cheveux coiffés. Je me suis regardé dans le miroir, et j'ai vu un homme prêt pour la guerre. Une guerre que je n'avais pas choisie, mais que je mènerais jusqu'au bout, parce que Camille avait commis une erreur fatale. Elle avait sous-estimé un père. Le commissariat était un bâtiment gris qui semblait avoir été construit pour aspirer l'espoir de quiconque y entrait. Je suis arrivé 15 minutes en avance, comme je le fais toujours. La ponctualité est une forme de contrôle, et j'avais besoin de tout le contrôle que je pouvais avoir à ce moment-là. Julien était déjà là, assis sur un banc en plastique dans le couloir, les coudes sur les genoux, la tête basse. Il ne s'était pas rasé. La chemise était froissée, probablement la même que la veille. Quand il m'a vu, il ne s'est pas levé. « Bonjour », dis-je. Il a juste hoché la tête. Ses yeux étaient vides, comme s'il avait tellement pleuré qu'il ne restait plus rien. Je me suis assis à côté de lui, gardant une distance respectueuse. Nous sommes restés là, père et fils, côte à côte, mais séparés par un abîme que je ne savais pas comment traverser. « Comment a-t-elle passé la nuit ?» demandai-je finalement. « Stable, toujours en coma induit, mais stable. » Sa voix était monotone, mécanique. Les médecins disent que quand elle se réveillera, il pourrait y avoir des dommages neurologiques. Ils ne savent pas à quel point. J'ai senti une compression dans ma poitrine. De la culpabilité peut-être, ou du soulagement d'être en vie, ou les deux, entrelacés de manière indiscernable. « Julien, Il m'a interrompu sans me regarder. « Pas maintenant, papa. Je ne peux pas faire ça maintenant. » Marguerite est arrivée ponctuellement à 9 heures. Elle portait sa meilleure robe bleu marine, simple mais digne. Elle tenait un sac noir dans ses mains et marchait avec la posture droite de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Quand elle m'a vu, elle a offert un petit signe de tête. Quand elle a vu Julien, son visage s'est adouci dans une expression presque maternelle. « Monsieur Julien », dit-elle doucement. Il a levé les yeux. « Marguerite ». J'ai entendu quelque chose dans sa voix, un reste de chaleur qu'il n'avait pas quand il me parlait. « Merci d'être venu. »« Bien sûr que je suis venu. Un policier nous a appelés. Ce n'était pas le jeune d'hier, mais une femme d'âge moyen avec des cheveux gris tirés en queue de cheval serrée. Des yeux intelligents qui nous ont rapidement évalués. Je suis la commissaire Beaumont. Je vais mener les interrogatoires, un à la fois, s'il vous plaît. Monsieur Moreau, vous d'abord. » Je l'ai suivi dans un couloir étroit, jusqu'à une petite salle, avec une table, 3 chaises et un miroir qui étaient manifestement faux. Les salles d'interrogatoire sont toutes les mêmes. Elles semblent conçues pour vous faire sentir coupable, même quand vous ne l'êtes pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle a allumé un enregistreur. Cette déposition est enregistrée, s'il vous plaît. Donnez votre nom complet pour le dossier. Henri Moreau Delacroix. Monsieur Delacroix, je vais vous poser quelques questions sur les événements d'hier. Vous avez le droit à un avocat présent. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je n'ai rien fait de mal. Elle m'a étudié pendant un moment. Parlez-moi de votre relation avec votre belle-fille, Camille Moreau. J'ai réfléchi à comment répondre. La vérité brute semblerait comme un motif, mais mentir serait pire. Cordial, dis-je. Nous n'étions pas proches, mais il n'y avait pas d'hostilité ouverte. Ouverte ? Camille et moi sommes des personnes très différentes. Elle venait d'une famille aisée, avait tout eu. J'ai tout construit à partir de zéro. Nos visions du monde ne s'alignaient pas parfaitement, mais pour Julien, nous maintenions les apparences. Les apparences ? Elle a noté quelque chose. Vous approuviez le mariage ? Julien est un adulte. Ce n'est pas mon rôle d'approuver ou de désapprouver ses choix. Ce n'est pas une réponse. J'ai soupiré. Non, commissaire, je n'approuvais pas complètement.
Je sentais que Camille était plus intéressée par l'entreprise que par mon fils. Mais c'est l'opinion d'un beau-père qui est peut-être excessivement protecteur. Ce n'est pas un crime. Non, mais cela fournit un motif. Un motif pourquoi? Pour empoisonner ma propre belle-fille le jour où j'étais sur le point de transmettre mon entreprise? Quel sens cela aurait-il? Vous me le dites. Aucun, parce que je ne l'ai pas empoisonnée. Elle s'est penchée en avant. Mais vous n'avez pas bu le café. Pourquoi? J'ai déjà expliqué hier, le café trop chaud m'irrite l'estomac. Pratique. Pratique serait d'être mort. Ma voix est sortie plus dure que prévu. Désolé, je suis tendu. Hier, j'ai failli perdre ma belle-fille. Mon fils est dévasté. Mon entreprise est en pause. Toute ma vie est sans dessus-dessous. Et votre employée de maison, Marguerite, pourquoi était-elle au bureau? Voici la question que je savais qui viendrait. Je lui ai demandé d'apporter des macarons. Je voulais que la réunion soit spéciale. C'était un moment important. Elle fait ça habituellement? Non, mais je paie son salaire. Quand je demande quelque chose, elle le fait. Et qu'a-t-elle fait exactement quand elle est arrivée? J'ai réfléchi soigneusement. Elle est entrée avec le plateau, m'a heurté sans le vouloir, s'est excusée, a laissé les macarons et est partie. Elle a dit quelque chose quand elle vous a heurté. Mon cœur s'est emballé. Comment ça? Des témoins ont dit qu'elle s'est approchée de vous, qu'il y a eu un moment où vos visages étaient de proches. Elle s'est excusée d'avoir trébuché, c'est tout. Je l'ai regardée dans les yeux, des yeux de quelqu'un qui avait déjà vu beaucoup de mensonges. Juste ça. Elle n'a pas cru. Je pouvais le voir dans la façon dont ses lèvres se sont serrées, comment elle a noté quelque chose avec plus de force que nécessaire. « La tasse que Camille a bue, dit-elle, changeant de tactique. C'était votre tasse? Comment ça? Les tasses avaient des initiales. Une avait H, une autre avait C. Camille a bu dans la tasse avec H. Pourquoi? J'ai gelé. Je n'avais pas remarqué les initiales, je n'avais pas fait attention. J'avais juste échangé les tasses par instinct, par peur, par survie. Je ne sais pas, dis-je, et c'était vrai. Peut-être s'est-elle trompée, peut-être. Peut-être que quelqu'un a échangé les tasses. Le silence entre nous était dense, chargé. Elle savait. D'une certaine manière, elle savait. Si quelqu'un les a échangés, dis-je prudemment, c'était Camille. Peut-être a-t-elle mis du poison dans la mauvaise tasse. Peut-être s'est-elle trompée dans son propre plan. Ça n'a aucun sens. Pourquoi empoisonnerait-elle sa propre tasse? Pourquoi empoisonnerait-elle n'importe quelle tasse? J'ai fait une pause. Commissaire, je sais à quoi ça ressemble. Je sais que je suis suspect. Beau-père riche, belle-fille gênante, transfert de pouvoir en jeu, mais je ne l'ai pas fait. Et si vous voulez mon opinion professionnelle en tant qu'homme qui a dirigé une entreprise pendant 40 ans, en tant que quelqu'un qui sait reconnaître l'ambition et la manipulation, enquêtez sur Camille, enquêtez sur son passé, enquêtez sur pourquoi des fiançailles antérieures se sont terminées abruptement. Ses yeux se sont rétrécis. Vous avez enquêté sur votre belle-fille? J'ai enquêté hier soir quand j'ai réalisé que quelqu'un avait essayé de me tuer et que peut-être je ne la connaissais pas aussi bien que je le pensais. J'ai mis le dossier sur la table, les pages imprimées, les articles, les archives. Ceci, dis-je, est Camille Dubois avant de devenir Camille Moreau. Lisez. Ensuite, dites-moi qui avait un motif pour empoisonner qui. Elle a pris le dossier, l'a feuilleté rapidement. Quelque chose a changé dans son expression. Je peux garder ça? C'est une copie. L'original est en lieu sûr. Lieu sûr? Vous semblez vous protéger très bien, monsieur Delacroix. J'ai appris à me protéger, commissaire. Un homme ne construit pas ce que j'ai construit en étant naïf. Elle a éteint l'enregistreur. S'est penchée à nouveau, mais cette fois sa voix était différente, presque conspiratrice. « Off the record », dit-elle. « Vous savez quelque chose que vous ne me dites pas. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais le découvrir. » Je me suis levé. « On the record, commissaire. J'ai failli mourir hier. Mon fils souffre et la femme responsable est dans un lit d'hôpital. Il n'y a pas de gagnants ici, juste des victimes.
Je suis sorti de la salle avec les jambes tremblantes, mais la tête haute. Dans le couloir, Julien attendait son tour. Il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda-t-il. « La vérité. » « Quelle vérité, papa? La tienne. Parce que je commence à réaliser que la vérité change selon qui la raconte. » Marguerite nous observait de loin. Nos yeux se sont rencontrés brièvement, et dans ce bref instant, une compréhension est passée entre nous. Deux personnes qui avaient survécu à trop de choses pour être brisées maintenant. La commissaire a ouvert la porte. « Monsieur Moreau, c'est votre tour. » Julien est entré. La porte s'est fermée et je suis resté dans le couloir, réalisant que je venais de mettre mon fils dans une position impossible. Il devrait choisir en qui croire, son père ou sa femme, et je n'étais pas sûr de quel côté il choisirait. Je me suis assis sur le même banc en plastique où Julien avait été quelques minutes auparavant. Le couloir du commissariat avait cet éclairage fluorescent qui fait tout paraître malade, sans vie. Marguerite était assise de l'autre côté, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés sur un point indéfini, sur le mur devant elle. Elle semblait plus petite là, plus fragile que je ne l'avais jamais vue. Le temps traînait. Chaque minute que Julien passait dans cette salle était une minute où je ne savais pas ce qu'il disait, ce qu'il pensait, s'il me défendait ou me condamnait. La porte restait fermée, impénétrable, gardant des secrets que je craignais de connaître. « Monsieur Henri !» La voix de Marguerite a coupé le silence, basse mais ferme. « Puis-je poser une question ?» Je l'ai regardé. « Bien sûr. Vous regrettez d'avoir échangé les tasses ?» La question m'a pris au dépourvu. C'était quelque chose que j'avais moi-même évité de penser. Une question morale que je préférais garder enterrée sous des couches de justification et d'instinct de survie. « Devrais-je regretter ?» demandai-je en retour. Marguerite a réfléchi pendant un moment. « Je ne sais pas. Vous avez sauvé votre propre vie. Mais maintenant, Madame Camille peut avoir des séquelles, peut ne plus jamais être la même. Et Monsieur Julien... » Elle a fait une pause. « Monsieur Julien est détruit. Et si je n'avais pas échangé, si j'avais bu ce café, vous seriez mort. Et ils auraient tout eu. Alors vous pensez que j'ai fait ce qu'il fallait ? Je pense, dit Marguerite lentement, que vous avez fait ce que n'importe qui ferait. Vous avez survécu. Mais la survie a un prix, monsieur Henri. Elle en a toujours un. » Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte. Julien est sorti. Son visage était encore plus pâle, si c'était possible. Il est passé directement devant moi, sans regarder, sans parler, allant droit vers la sortie du commissariat. Je me suis levé pour le suivre, mais la commissaire Beaumont est apparue à la porte. « Laissez-le partir, » dit-elle. « Madame Marguerite Santos, c'est votre tour. » Marguerite s'est levée avec la dignité d'une reine. Elle n'avait qu'une simple robe bleue, un vieux sac, aucun bijou sauf un petit crucifix autour du cou. Mais la façon dont elle a marché vers cette salle, la façon dont elle a gardé la tête haute, la faisait paraître plus noble que n'importe quelle femme de la haute société que j'avais jamais connue. Je suis resté seul dans le couloir. J'ai pris mon téléphone. J'ai pensé à appeler Julien. J'ai tapé un message. Je l'ai effacé. J'en ai tapé un autre. À la fin, j'ai rangé mon téléphone sans rien envoyer. Que pourrais-je dire? Désolé d'être vivant? Désolé que ta femme ait essayé de me tuer? Désolé de ne pas t'avoir fait assez confiance pour te laisser diriger l'entreprise que j'ai construite avec mon propre sang. La vérité était que je ne savais plus ce que je ressentais. Du soulagement d'être en vie, de la culpabilité pour Camille, de la peur de ce que Julien pensait, de la colère d'avoir été mis dans cette position, tout mélangé dans un nœud si serré dans ma poitrine que je pouvais à peine respirer. Mon téléphone a vibré, un message de mon notaire. « J'ai vu les nouvelles, nous devons parler, urgent. » Les nouvelles, bien sûr. Empoisonnement lors d'une réunion d'affaires, héritier et femme impliquées, entreprise familiale en crise. La presse adorerait ça. Je l'ai appelé, il a répondu à la première sonnerie. « Henri, où êtes-vous ? » « Au commissariat pour une déposition. » « Bon sang, vous ne devriez pas parler à la police sans moi présent. »
Je n'ai rien fait de mal, Bernard. C'est sans importance. Vous êtes le propriétaire d'une entreprise multimillionnaire impliquée dans une tentative d'homicide. Vous réalisez à quoi ça ressemble. Je réalisais. Bien sûr que je réalisais. Que disent les médias? Demandai-je. Ce sont encore des spéculations, mais il y a des photos de vous entrant au commissariat, de Julien à l'hôpital. Ils vont commencer à creuser. Ils vont découvrir le transfert de pouvoir qui était prévu. Ils vont créer des récits. Des récits. Le mot m'a donné des frissons, parce que les récits étaient plus puissants que les faits. Les récits étaient ce que les gens croyaient, indépendamment de la vérité. Bernard, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quoi? Enquêter sur Camille Dubois en profondeur. Avant le mariage, pendant, tout, finances, relations antérieures, historique médical si vous pouvez. Je veux connaître chaque mouvement qu'elle a fait ces 5 dernières années. Henri, faites-le, Bernard, maintenant. Parce que si j'ai raison sur elle, nous avons besoin de preuves. De vraies preuves, pas juste de l'intuition. Il a soupiré. Je vais mettre un enquêteur privé là-dessus, mais ça va coûter. Je me fiche du coup. Je me soucie de la vérité. J'ai raccroché au moment où la porte de la salle d'interrogatoire s'est ouverte à nouveau. Marguerite est sortie. Son visage était impassible, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains serraient son sac trop fort. « Comment ça s'est passé ?» demandai-je quand elle s'est approchée. « Difficile. Elle a posé beaucoup de questions sur pourquoi j'étais là, sur ce que j'ai vu. Elle a hésité. Sur ma loyauté envers vous. Votre loyauté. Elle a insinué que j'aurais pu aider d'une certaine manière, que nous étions complices. Le sang m'est monté au visage. C'est absurde. Je sais, mais elle cherche des réponses. Et quand elle ne les trouve pas, elle commence à inventer de nouvelles questions. La commissaire est apparue à la porte à nouveau. « Monsieur Delacroix, j'ai besoin de quelques minutes de plus. » Mon estomac s'est contracté, mais je l'ai suivie de retour dans la salle. Cette fois, quand je me suis assis, elle a posé quelque chose sur la table. Des photos de Julien et Camille. Certaines je reconnaissais du mariage, d'événements sociaux. D'autres étaient nouvelles pour moi. Julien et Camille dans un restaurant cher. Julien et Camille entrant dans une banque. Julien et Camille en réunion avec un homme que je ne reconnaissais pas. Vous savez qui est cet homme? Elle a pointé la dernière photo. Non. Avocat spécialisé en succession patrimoniale. Julien et Camille se sont réunis avec lui 3 fois le mois dernier. Mon cœur a coulé. Il planifiait, continua-t-elle, comment s'assurer que le transfert de l'entreprise soit définitif et irréversible. Des documents, des ébauches de contrats qui limiteraient sévèrement votre capacité à interférer dans les décisions de l'entreprise après le transfert. Chaque mot était un coup de poignard. Julien n'attendait pas juste l'entreprise. Il planifiait de m'écarter complètement, de me rendre insignifiant dans la chose que j'avais construite. Et Camille, continua la commissaire, a fait des recherches intéressantes sur son ordinateur. Des recherches sur la strychnine, sur les doses létales, sur comment déguiser du poison dans des boissons. Quand? Ma voix est sortie rauque. Il y a 2 semaines. 2 semaines. Elle avait planifié ça pendant 2 semaines, pendant qu'elle dînait à ma table, pendant qu'elle me souriait, pendant qu'elle appelait Julien mon amour devant moi. Elle cherchait comment me tuer. Votre fils savait-il? La question est sortie avant que je puisse l'arrêter. La commissaire m'a regardé avec quelque chose qui pourrait être de la compassion. Nous n'avons pas encore trouvé de preuve de cela, mais monsieur Delacroix, vous devez comprendre la situation. Camille avait un motif et une opportunité. Votre fils avait un motif. Vous aviez un motif. 3 personnes dans une salle, une tentative d'assassinat, et aucun de vous ne dit toute la vérité. Je dis la vérité. Vraiment? Parce que votre fils vient de me dire que vous et Camille ne vous entendiez pas bien, qu'il y avait une tension constante, que vous aviez menacé plusieurs fois de révoquer le transfert de l'entreprise. Il a dit que vous êtes, elle a consulté ses notes, contrôlant au point de l'obsession, que vous n'avez jamais accepté Camille, que vous avez rendu leur vie impossible.
Chaque mot de Julien répété par la commissaire était comme du verre enfoncé dans ma peau. Mon fils m'avait dépeint comme un méchant, comme un beau-père possessif et cruel, comme quelqu'un qui serait capable d'empoisonner sa propre belle-fille. Et Marguerite, continua la commissaire implacablement, votre employé loyal, qui apparaît commodément au moment exact, qui vous heurte, qui a accès à votre maison, vos affaires, qui pourrait facilement obtenir du poison, le mettre dans une tasse. Marguerite m'a sauvé ou Marguerite vous a aidé? Non. Ma voix est sortie ferme maintenant, malgré le tremblement intérieur. Marguerite n'a rien à voir avec ça. Et si mon fils a peint un portrait de moi comme un monstre, c'est parce qu'il protège sa femme, parce qu'il l'aime et ne peut pas accepter qu'elle ait essayé de tuer son père, ou parce qu'il sait que vous l'avez fait. Je me suis levé, mes jambes tremblaient, mais je me suis forcé à rester debout. Je ne vais plus répondre à des questions sans mon avocat présent. Si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi, sinon je pars. Elle n'a pas bougé. Je ne vais pas vous arrêter, encore, mais ne quittez pas la ville, monsieur Delacroix, et attendez-vous à d'autres visites de ma part, parce que ceci, elle a tapé sur le dossier avec les photos, est loin d'être terminé. Je suis sorti de ce commissariat en sentant que j'avais vieilli de 10 ans en 2 heures. Marguerite m'attendait dehors, debout sous un soleil qui semblait cruel dans sa brillance indifférente. Elle n'a rien demandé, elle a juste marché à mes côtés jusqu'à la voiture. « Je vous ramène à la maison ?» offrit-elle. « Oui, s'il vous plaît. » Nous sommes montés dans la voiture. Marguerite conduisait. Je regardais par la fenêtre sans rien voir. La ville passait dans un flou de couleurs et de mouvements qui n'avaient aucun sens. « Monsieur Henri » dit Marguerite après un long silence. « Monsieur Julien, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est confus, effrayé. Quand la poussière retombera, il réalisera. Réaliser quoi? Que son père avait raison, que sa femme a essayé de me tuer? J'ai ri, un son amer. Ou il réalisera que son père est exactement ce qu'il a dit. Contrôlant, obsessif, incapable de lâcher prise. Vous n'êtes rien de tout ça. Non? Je me suis tourné vers elle. Parce que parfois, Marguerite, je regarde ma vie et je me demande 42 ans à construire une entreprise. Et pourquoi? Pour la transmettre à un fils qui me déteste? Pour créer une dynastie qui va m'effacer dès que je signe les papiers? Nous sommes arrivés à la maison que j'avais achetée avec mon propre argent. La maison qui était la mienne, seulement la mienne, semblait vide maintenant. Creuse. Merci pour aujourd'hui, dis-je à Marguerite. Pour tout. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Si, vous avez risqué beaucoup, et je ne sais pas si je peux vous protéger de ce qui vient. Marguerite a pris ma main. Ses mains étaient rugueuses, calleuses des années de travail, mais le toucher était doux. Monsieur Henri, j'ai choisi d'être ici. J'ai choisi de vous avertir. J'ai choisi de vous protéger. Et je choisis de rester à vos côtés maintenant, parce que c'est ce que fait la famille. Et vous, ses yeux se sont remplis de larmes. Vous êtes plus famille pour moi que mon propre sang ne l'a jamais été. J'ai pleuré alors, là dans la voiture, tenant la main de mon employé de maison qui était plus loyal que mon propre fils. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, et pour tout ce que je n'avais peut-être jamais vraiment eu. Et pendant que je pleurais, une seule certitude s'est cristallisée dans mon esprit. Je découvrirais toute la vérité sur Camille, sur Julien, sur tout, même si cette vérité me détruisait dans le processus, parce que je n'avais pas construit un empire en étant faible, et je n'allais pas m'effondrer maintenant. 3 jours se sont passés. 3 jours pendant lesquels Julien n'a pas répondu à mes appels. 3 jours pendant lesquels la presse spéculait sur drame familial dans l'empire du mobilier. 3 jours pendant lesquels j'ai à peine dormi, à peine mangé, j'ai juste attendu. J'attendais le rapport de l'enquêteur que Bernard avait engagé. J'attendais des nouvelles de l'hôpital, sur Camille. J'attendais que mon fils me regarde dans les yeux à nouveau. Le matin du 4e jour, Bernard est apparu à ma porte.
Il était 7 heures du matin. Il ne venait jamais si tôt, à moins que ce ne soit urgent. « Entrez » dis-je, encore en robe de chambre, les cheveux non peignés. Je ne me souciais plus des apparences. Marguerite a apporté du café que je l'ai regardé préparer du début à la fin, une nouvelle habitude déprimante que j'avais développée. Bernard s'est assis à la table de la cuisine et a posé un dossier épais entre nous. Son visage était grave. « J'ai trouvé des choses, Henri, des choses que vous devez voir. » J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des documents, des relevés bancaires, des photos, des articles imprimés. J'ai commencé à lire et à chaque page, mon estomac se serrait davantage. Camille avait des dettes, beaucoup de dettes, cartes de crédit au maximum, prêts impayés, bijoux mis en gage. La famille riche de Lyon était une façade. Le père, le juge à la retraite, avait tout perdu dans de mauvais investissements il y a 5 ans. La mère, la professeure d'université, avait pris sa retraite pour invalidité et vivait d'une pension minimale. Camille avait maintenu les apparences avec du crédit et des mensonges. « Combien doit-elle » demandai-je. « 470 000 €. J'ai fermé les yeux. Une somme absurde, une somme qui expliquait beaucoup de choses. « Et il y a plus », dit Bernard en tournant les pages. « Ses fiançailles antérieures. L'entrepreneur de la chaîne de restaurants. Il n'a pas seulement rompu les fiançailles, il l'a poursuivi en justice. Pourquoi ? Fraude. Camille avait falsifié sa signature sur des documents qui la désignaient comme bénéficiaire d'assurance vie. Quand il l'a découvert, il a tout arrêté et a porté plainte. L'affaire a été réglée hors tribunal. Il a retiré les accusations en échange de sa signature sur un accord de confidentialité et de son départ de Lyon. Camille n'était pas seulement intéressée, elle était criminelle. Julien sait-il cela ? Ma voix est sortie faible. Je ne sais pas, mais j'en doute. Elle a très bien caché. Elle a utilisé son nom de jeune fille pour toutes les dettes. Elle a gardé des comptes bancaires séparés. Julien n'en a probablement aucune idée. J'ai pris une autre page. C'était des emails entre Camille et quelqu'un appelé seulement D. J'ai lu le premier. Je dois accélérer les choses. Je ne peux plus attendre. Le vieux prend trop de temps pour tout transmettre. Es-tu sûr que la dose est suffisante ? La réponse. Suffisante pour ressembler à une crise cardiaque. Personne ne soupçonnera. Un homme de son âge. Le stress. Une grande entreprise. Naturel. Camille. Et ensuite, comment puis-je m'assurer que ça reste avec moi ? Des mariages en communauté de biens. Il hérite. Tu es l'épouse. Automatique. Mais ça doit être avant qu'il ne change le testament. Il se méfie de toi. Les dates. 2 semaines avant la réunion. Qui est D ? Demandai-je, ma voix tremblante. Nous enquêtons encore. Mais Henri ? Bernard a hésité. Il y a un autre email, plus récent, du jour de la réunion, après l'hospitalisation de Camille. Il m'a tendu une seule feuille. J'ai lu. Ça a mal tourné. Le vieux salaud a échangé les tasses. C'était lui. J'en suis sûr, mais nous ne pouvons pas le prouver. Si je me réveille et que j'accuse, il va montrer tout ça. Je vais en prison. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. Ne me rends pas visite à l'hôpital. Ne me parle pas. Supprime tout. Tout. J'aurais dû ressentir de la colère. J'aurais dû ressentir du triomphe d'avoir la preuve de sa culpabilité. Mais tout ce que j'ai ressenti était une fatigue profonde, dévastatrice. Parce que cette preuve signifiait que je devrais la montrer à Julien. Je devrais complètement détruire l'image qu'il avait de sa femme. « Camille s'est réveillée », dit Bernard doucement. « Hier soir, les médecins ont appelé Julien. Elle est consciente, avec des séquelles motrices du côté gauche, mais consciente. Elle a parlé. Nous ne savons pas encore ce qu'elle a dit, mais Julien est avec elle à l'hôpital maintenant. » J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé la liste d'appels manqués, de messages sans réponse. Mon fils m'avait complètement coupé de sa vie. Et maintenant, il était là, au chevet de la femme qui avait planifié ma mort, probablement en train d'écouter sa version. La version où j'étais le méchant. Je dois y aller, dis-je. Je dois aller là-bas. Henri, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Je ne demande pas votre opinion, Bernard. J'y vais. Marguerite est apparue à la porte de la cuisine. Je vous conduis. Je me suis habillé rapidement. Pantalon noir, chemise blanche, veste, une armure corporative. J'ai coiffé mes cheveux, mis mes boutons de manchette en argent. Dans le miroir, j'ai vu un homme de 60 ans sur le point d'entrer en bataille. Un homme fatigué, mais pas vaincu. L'hôpital était le même odeur, même couloir. Mais maintenant, je connaissais le numéro de la chambre. 3e étage, chambre 307. Quand je suis sorti de l'ascenseur, j'ai vu Julien. Il était assis sur une chaise à l'extérieur de la chambre, la tête entre les mains. Je me suis approché lentement. Mes pas résonnaient dans le couloir silencieux. Julien, il a levé la tête. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Il avait pleuré. Mon fils avait pleuré et je n'étais pas là pour le consoler. « Papa », sa voix était rauque, « qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis ton père. Où d'autre serais-je » Il a ri, mais c'était un son sans humour. « Tu viens ici faire semblant de t'inquiéter ? Faire semblant de ne pas être content que Camille soit détruite ? » « Je ne suis pas content, Julien. Je n'ai jamais voulu ça. »« Non ? Parce que c'est très pratique. Tu ne l'as jamais accepté. Tu n'as jamais cru en nous. Et maintenant, sa voix s'est brisée. Maintenant, elle est là-dedans, pouvant à peine bouger son bras gauche, ayant du mal à parler. Et tout ce que je peux penser, c'est que tu as fait ça. Je n'ai rien fait. Menteur, il s'est levé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une vraie colère dans les yeux de mon fils. Une colère dirigée vers moi. Tu as échangé les tasses. Camille me l'a dit, elle l'a vu. Tu as échangé les tasses et tu l'as laissé boire le poison que tu avais mis. Mon monde a tourné. Elle avait dit ça. Elle était là-dedans, luttant pour former chaque mot. Et la première chose qu'elle avait faite était de m'avertir, de me protéger de toi. J'ai pris le dossier que j'avais apporté, le dossier avec tous les emails, toutes les preuves, toute la vérité sur qui Camille était vraiment. Julien, j'ai besoin que tu lises ça. Je ne veux rien lire que tu as apporté. S'il te plaît, lis juste. Après, si tu veux encore me détester, je l'accepterai. Mais lis. J'ai tendu le dossier. Il l'a regardé comme si c'était un serpent venimeux. Lis, j'ai répété, ma voix brisée maintenant. Lis sur ses dettes, sur les fiançailles antérieures, sur la fraude, sur les emails planifiant ma mort. Lis tout, Julien. Et ensuite, dis-moi que je suis le méchant de cette histoire. La porte de la chambre s'est ouverte. Une infirmière est sortie. « Monsieur Moreau, votre femme vous demande. » Julien a pris le dossier, mais ne l'a pas ouvert. Il l'a juste tenu, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Je t'aimais, » dit-il finalement. « Quand j'étais enfant, je t'aimais plus que tout. Tu étais mon héros. L'homme qui pouvait tout faire. Mais tu n'as jamais eu de temps pour moi, papa. Jamais de temps pour rien d'autre que l'entreprise. Et maintenant, tu veux que je choisisse entre toi et la femme qui me rend vraiment heureux? La femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je peux hériter. » Chaque mot était une lame. Parce qu'il avait raison. J'avais été absent. J'avais choisi l'entreprise tant de fois. J'avais manqué des récitals, des matchs de football, des conversations importantes. J'avais externalisé la paternité à des nounous, puis à Marguerite. Je lui avais donné tout le matériel et rien d'émotionnel. Mais cela ne changeait pas la vérité sur Camille. « Elle ne t'aime pas, Julien, » dis-je doucement. « Elle aime ce que tu représentes. Lis les emails. Tout est là. » Il est entré dans la chambre et a fermé la porte. Je suis resté là, seul dans le couloir, tenant les restes de ma relation avec mon fils. Marguerite est apparue à mes côtés. Je ne sais pas combien de temps j'étais resté là debout, mais elle était là, silencieuse, solidaire. « Va-t-il lire ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, peut-être, ou peut-être qu'il va le jeter sans regarder. Et s'il le jette ?» J'ai réfléchi à ça. Si Julien choisissait de croire Camille, s'il choisissait de me voir comme l'ennemi, s'il choisissait l'amour aveugle plutôt que la dure vérité, alors j'ai perdu mon fils, dis-je finalement. Mais au moins, il est vivant pour faire ce choix.
Et ça, Marguerite, c'est plus que ce que j'aurais eu si j'avais bu ce café. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, je me suis permis de considérer la possibilité qu'il n'y aurait peut-être pas de fin heureuse à cette histoire. Que peut-être certains choix, certaines vérités, certaines trahisons étaient trop grands pour être pardonnés ou oubliés. Que peut-être, à la fin, je resterai seul avec mon entreprise, mon argent, mon succès, et sans mon fils. 2 jours se sont écoulés depuis que j'avais laissé le dossier dans les mains de Julien. 2 jours de silence absolu. 2 jours pendant lesquels j'ai regardé mon téléphone des centaines de fois, attendant un appel qui n'est pas venu. Marguerite m'observait avec une inquiétude croissante, mais elle avait assez de sagesse pour ne pas poser de questions. Le matin du 3e jour, je me suis réveillé avec une étrange clarté. J'avais rêvé de ma mère. Elle était assise à la vieille machine à coudre, travaillant le bois. Et quand elle m'a regardé, elle a juste dit « Mon fils, tu peux construire des empires, mais tu ne peux pas construire des cœurs. Les cœurs grandissent seuls, tordus ou droits. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est les aimer quand même. » Il était 7 heures du matin quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu, le cœur battant. « Allô? Monsieur Delacroix? Ici le docteur Béatrice Mercier, psychologue à l'hôpital Saint-Louis. Monsieur Julien Moreau m'a demandé de vous appeler. Ma respiration s'est arrêtée. Il va bien? Il s'est passé quelque chose? Il traite des informations difficiles. Il m'a demandé de vous inviter à une séance conjointe. Aujourd'hui à 15 heures, si possible. Il aimerait parler avec vous, mais avec une médiation professionnelle. Julien voulait me voir, mais il avait besoin d'une psychologue comme bouclier. Je ne savais pas si je devais me sentir offensé ou soulagé. « Je serai là », répondis-je. Les heures jusqu'à 15 heures se sont traînées comme des années. J'ai changé de vêtements 3 fois. J'ai essayé de travailler, de répondre à des emails, de réviser des contrats, mais rien ne retenait mon attention. Mon esprit était piégé dans ce cabinet, dans cette rencontre qui pourrait définir si j'avais encore un fils ou non. Marguerite a préparé le déjeuner que je n'ai pas pu manger. « Vous devez vous alimenter, monsieur Henri. »« Je ne peux pas, mon estomac est fermé. » Elle s'est assise en face de moi. « Puis-je dire quelque chose ?»« Toujours. » Monsieur Julien est un bonhomme, confus, blessé, mais bon. Je l'ai élevé autant que vous, d'une certaine manière. J'ai vu quand il pleurait seul dans sa chambre, parce que vous aviez manqué un autre récital. J'ai vu quand il faisait semblant de ne pas s'en soucier, que vous ne connaissiez pas les noms de ses amis. J'ai vu quand il a fermé le piano et n'a plus jamais joué. Chaque mot était une aiguille dans mon cœur. Mais j'ai aussi vu, continua-t-elle, comment il vous regardait avec fierté quand il voyait votre photo dans les magazines d'affaires. Comment il racontait à ses amis que son père avait construit une entreprise à partir de zéro. Comment il gardait chaque article écrit sur vous dans une boîte sous son lit. Il vous aimait, monsieur Henri. Il vous aime encore. Il ne sait juste pas comment gérer cet amour quand il est en compétition avec la douleur. Et s'il choisit Camille, même avec toutes les preuves, alors vous devrez accepter et continuer à l'aimer de loin, parce que c'est ce que font les pères. Ils aiment sans condition, même quand ils ne sont pas aimés en retour de la même façon. Je suis arrivé au cabinet 15 minutes en avance. La salle d'attente était confortable, avec des fauteuils moelleux et de la musique douce. Elle semblait conçue pour calmer les gens au bord de l'effondrement. J'étais l'un d'eux. Julien est arrivé exactement à 15 heures. Nos yeux se sont rencontrés quand il est entré. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Cernes profondes, barbe non rasée, vêtements froissés, mais c'était l'expression sur son visage qui m'a brisé. C'était celle de quelqu'un qui avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas dévoir. Il avait lu le dossier. Le docteur Mercier nous a accueillis. C'était une femme d'environ 50 ans, cheveux gris, lunettes rondes, présence calme. Elle a fait un geste vers 2 fauteuils positionnés en angle, pas face à face, mais pas non plus côte à côte. Une position neutre. « Merci d'être venu », commença-t-elle. Julien m'a demandé de médier cette conversation parce qu'il sent qu'il est nécessaire d'avoir un espace sûr pour exprimer des sentiments difficiles.
Je vais demander à chacun de parler sans interruption. Julien, voulez-vous commencer? Mon fils a hoché la tête. Il a regardé ses mains, pas moi, quand il a commencé à parler. J'ai lu tout ce que tu m'as donné, papa. J'ai lu les emails, vu les dettes, vu les fiançailles antérieures, la fraude, tout. Sa voix était monotone, mécanique. Et ensuite, j'ai confronté Camille. Hier, j'ai apporté les papiers à l'hôpital et je les ai mis devant elle. Il a fait une longue pause. Quand il a continué, sa voix était brisée. Elle a pleuré. Elle a dit que oui, elle avait des dettes, que sa famille avait tout perdu et qu'elle avait honte de me le dire. Elle a dit que l'ex-fiancé était abusif et que les accusations de fraude étaient sa vengeance. Elle a dit que les emails étaient sortis de leur contexte, qu'elle faisait des recherches pour un livre qu'elle voulait écrire. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais le docteur Mercier a levé la main. Laissez-le finir. Julien m'a finalement regardé. Ses yeux étaient mouillés. Je voulais la croire, papa. Dieu, comme je voulais. Parce que si je la croyais, cela signifiait que tu avais tort, que tu essayais de nous séparer par jalousie ou contrôle, ou n'importe quelle autre raison. Et il serait plus facile de te blâmer que d'accepter que la femme que j'aime, la femme que j'ai épousée, a planifié de tuer mon père. Une larme a coulé sur mon visage. Mais ensuite, continua-t-il, j'ai demandé à voir son téléphone, et elle a refusé. Elle a paniqué, elle a commencé à pleurer plus fort, disant que je ne lui faisais pas confiance, que tu m'avais retourné contre elle. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. J'ai su que tout était vrai. Le silence pesant a rempli la salle. J'ai forcé, dit Julien, sa voix maintenant juste un murmure. J'ai pris le téléphone pendant qu'elle dormait. J'ai trouvé plus d'emails, des messages supprimés que j'ai pu récupérer, des conversations avec des... J'ai découvert que c'est un ex-petit ami de Lyon. Ils ont tout planifié, papa. Chaque détail, la dose du poison, le timing, comment faire paraître ça naturel, comment j'hériterais, comment elle, en tant qu'épouse en communauté de biens, aurait accès à tout. Ma main est allée à ma bouche. Il y avait plus, des plans pour après. Comment elle m'éloignerait graduellement de l'entreprise, comment elle utiliserait ma faiblesse. C'est le mot qu'elle a utilisé pour tout contrôler. J'étais juste un moyen pour une fin. J'ai toujours été. Il a commencé à sangloter alors. Des sanglots profonds, douloureux d'un homme qui avait vu son monde s'effondrer. Je me suis levé instinctivement, voulant aller vers lui, l'embrasser. Le docteur Mercier a hoché la tête, donnant la permission. Je me suis agenouillé devant Julien et j'ai posé mes mains sur les siennes. « Mon fils », ai-je murmuré, « je suis désolé, papa. Désolé de ne pas t'avoir cru. Désolé de t'avoir appelé contrôlant, obsessif. Désolé d'avoir pris son parti quand tu as failli mourir. Désolé pour tout. »« Non », dis-je fermement, « ne t'excuse pas d'avoir aimé. Tu as aimé la mauvaise personne, mais l'amour n'est jamais une raison de s'excuser. » Mais elle allait te tuer. Et si tu n'avais pas échangé les tasses? Mais je les ai échangés. Je suis ici. Nous sommes ici. Il m'a embrassé alors. Pour la première fois en années, mon fils m'a vraiment embrassé. Pas une accolade de salutation sociale, mais une étreinte de quelqu'un qui s'accroche à une bouée de sauvetage dans une mer agitée. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps. Le docteur Mercier a attendu patiemment. Quand nous nous sommes finalement séparés et sommes retournés au fauteuil, Julien s'est essuyé le visage avec le dos de ses mains. « J'ai appelé la police », dit-il. « J'ai tout montré. Les emails, les messages, tout. La commissaire Beaumont va présenter des accusations formelles contre Camille, tentative d'homicide avec préméditation. »« Et ?» demandai-je doucement. « Comment tu gères ça ?»« Je ne sais pas. C'est comme si les 3 dernières années de ma vie avaient été un mensonge. Chaque baiser, chaque « je t'aime », chaque plan pour l'avenir. Tout faux. Elle ne m'a jamais aimé. Elle n'a aimé que ce que je représentais. Le docteur Mercier s'est légèrement penché en avant. « Julien, cette douleur que vous ressentez est réelle et valide. Vous avez été manipulé, trahi de la pire façon possible. Cela va prendre du temps à traiter. Mais il y a autre chose, dit Julien en me regardant.
Papa, je dois te dire, une partie de la raison pour laquelle j'ai cru si facilement aux mensonges de Camille sur toi, c'est parce qu'il y avait déjà une partie de moi qui les croyait, qui te voyait comme contrôlant, qui t'en voulait. J'ai respiré profondément, je sais. Tu sais, Marguerite m'a raconté. Les récitals manqués, le piano, tout ce que j'ai fait de mal en essayant de bien faire. Ce n'était pas tout mal, papa. Tu m'as donné une vie confortable, des opportunités, une éducation. Mais je n'ai pas donné de présence, je n'ai pas donné de temps, je n'ai pas donné la chose qui comptait le plus. Une attention vraie, inconditionnelle. Julien a hoché lentement la tête. J'ai passé tellement de temps à t'en vouloir que quand Camille est apparue, me donnant toute l'attention que je voulais, je suis tombé amoureux. Pas d'elle, je le réalise maintenant, mais de l'idée d'être enfin la priorité de quelqu'un. Et tu aurais dû être ma priorité, dis-je, ma voix se brisant. Tu étais mon fils. Tu es mon fils. Et j'ai échoué avec toi de façon que je ne peux pas défaire. Le docteur Mercier est intervenu gentiment. Vous avez tous les deux une conversation importante sur des blessures anciennes. Mais il est crucial de se rappeler que reconnaître les erreurs passées ne signifie pas que vous ne pouvez pas construire quelque chose de nouveau maintenant. Julien m'a regardé. Tu veux encore me transmettre l'entreprise ? La question m'a surpris. Tu le veux encore ? Je ne sais pas. Avant, je le voulais parce que je pensais que c'était mon droit, mon héritage, ce qui m'était dû après des années d'être ton fils. Mais maintenant, je réalise que je ne sais pas si je le veux vraiment, si je comprends vraiment ce que ça signifie. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Pas de la déception, du soulagement. Alors, ne décide pas maintenant, dis-je. L'entreprise ne va nulle part. Et toi, tu as besoin de temps pour guérir, pour découvrir qui est Julien sans Camille, sans les attentes, sans la pression. Et toi, papa, de quoi as-tu besoin ? J'ai réfléchi à ça. De quoi avais-je besoin ? Après 60 ans, après un empire construit, après avoir failli être assassiné, après avoir failli perdre mon fils, de quoi avais-je vraiment besoin ? J'ai besoin de connaître mon fils, répondis-je, vraiment le connaître. Pas l'héritier, pas le futur PDG, juste Julien. Et j'ai besoin que tu me connaisses aussi. Pas comme l'homme d'affaires, pas comme le patriarche, juste Henri, ton père. Il a souri. C'était un petit sourire, triste, mais réel. Je pense que j'aimerais ça. Une semaine après la séance avec le docteur Mercier, Julien est apparu à ma porte sans prévenir. C'était 10 heures du matin, un samedi. Marguerite était au marché. J'étais dans le jardin, essayant de cultiver des roses qui mouraient toujours dans mes mains inexpérimentées. « Papa, dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, plus léger. Puis-je entrer ? C'est ta maison autant que la mienne, répondis-je en enlevant mes gants de jardinage. Il a souri faiblement. Ça ne l'a jamais été, en fait. Tu as acheté cette maison après mon mariage. Je n'ai jamais vécu ici. C'était vrai. Une autre distance que j'avais créée sans m'en rendre compte. Alors laisse-moi corriger ça, dis-je. Julien, c'est ma maison et tu es toujours le bienvenu ici, comme fils, pas comme héritier. Tu veux du café ? Seulement si tu me laisses le faire. Nous sommes allés à la cuisine. J'ai regardé mon fils préparer du café avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait le chemin, même sans avoir jamais vécu ici. Marguerite lui avait bien appris. La police a arrêté D hier, dit Julien en remuant le café. L'ex-petit ami de Camille, Diego Almeida. Il a tout avoué en échange d'une réduction de peine. Mon estomac s'est retourné. C'est lui qui a obtenu la strychnine. Il travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Il avait accès. Camille a tout planifié, mais il était le partenaire. Ils se sont rencontrés quand elle vivait à Lyon. Ils n'ont jamais vraiment rompu. Ils ont continué à se voir pendant tout notre mariage. La trahison avait des couches, comme un oignon pourri révélant plus de pourriture à chaque pelure. Je suis désolé, Julien. Moi aussi. Il a servi le café dans 2 tasses. Je les ai regardés instinctivement, vérifiant. Il l'a remarqué et quelque chose de triste est passé sur son visage. J'ai fait ce café, papa. Tu peux le boire. Je sais. Désolé.
C'est juste que, je comprends, ça va prendre du temps. Pour nous deux, nous nous sommes assis à table, le même endroit où Marguerite m'avait offert du thé il y a des jours, le même endroit où j'avais pleuré seul tant de nuits. Mais maintenant, j'avais mon fils ici. Camille a signé les papiers du divorce, dit Julien en regardant sa tasse. Sans contestation. Son avocat lui a conseillé une coopération totale, étant donné les accusations criminelles. Le mariage est officiellement terminé depuis hier. Comment tu te sens? Vide, soulagé, en colère, triste, tout en même temps. Il a pris une gorgée. Mais aussi libre, c'est étrange de dire ça quand ma femme est en prison, en attendant son procès, pour avoir essayé de tuer mon père. Mais je me sens libre. Ce n'est pas étrange. Camille était une prison. Belle, séduisante, mais une prison. Et j'ai choisi d'y entrer. J'ai choisi d'ignorer les signes. Tu as essayé de m'avertir, subtilement. Marguerite a essayé, mais j'étais tellement désespéré d'attention, tellement en manque de me sentir aimé, que j'ai cru la première personne qui m'a dit que j'étais suffisant. J'ai respiré profondément. C'était ma faute. Je t'ai fait sentir insuffisant. Je t'ai fait douter de ta valeur. Oui, a-t-il accepté, et l'honnêteté, mais j'ai aussi choisi comment réagir à ça. J'aurais pu te confronter, j'aurais pu chercher une thérapie. Au lieu de ça, j'ai cherché une validation externe et j'ai trouvé une prédatrice. Nous sommes restés silencieux. Un silence honnête, sans évasion. Tu te souviens quand j'avais 9 ans, dit soudainement Julien, j'ai fait cette présentation de piano à l'école, Beethoven, cette sonate sur laquelle j'avais passé des mois à m'entraîner. Mon cœur a coulé. Je n'y suis pas allé. Non. Tu avais une réunion à Lyon, importante, un gros contrat. Il n'a pas parlé avec accusation, juste des faits. Marguerite est venue, elle a tout filmé. Quand je suis rentré à la maison, tu étais au bureau au téléphone. J'ai attendu devant la porte pendant 20 minutes, tenant le certificat de première place. Quand tu as finalement raccroché et que je suis entré, tu as regardé le certificat et tu as dit « Très bien, mon fils, maintenant, va faire tes devoirs. » Les larmes ont brûlé mes yeux. Julien. Ce soir-là, continua-t-il, j'ai décidé que peu importe à quel point j'étais bon au piano, ce ne serait jamais plus important que l'entreprise. Alors j'ai arrêté d'essayer. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Parce que j'ai passé 26 ans à te blâmer pour ça, pour ne pas avoir vu mon talent, pour ne pas avoir valorisé mes passions, pour avoir choisi les affaires plutôt que moi. Mais la vérité, c'est que je ne t'ai jamais dit à quel point ça faisait mal. Je ne t'ai jamais donné la chance de comprendre. Tu n'aurais pas dû avoir à le dire. J'aurais dû voir. Peut-être, mais papa, je réalise maintenant que j'ai gardé beaucoup de ressentiments silencieux. Et quand Camille est apparue, toute cette colère a trouvé une cible. Elle m'a dit que tu étais contrôlant, et j'ai cru parce qu'une partie de moi le croyait déjà. Elle m'a dit que tu ne m'avais jamais vu comme capable, et j'ai cru parce que je doutais moi-même de ma capacité. Il a fait une pause, essuyant ses yeux. Camille n'a pas créé la distance entre nous. Elle a juste profité d'une fissure qui existait déjà. Et c'est pourquoi, il m'a regardé directement, je dois aussi assumer ma responsabilité, pour ne pas avoir parlé, pour avoir gardé des rancunes, pour les avoir laissées se transformer en ressentiment. J'ai pris sa main à travers la table. Alors comment réparer ça? Comment guérir 26 ans de silence? Je ne sais pas si nous réparons, dit honnêtement Julien. Je pense que nous ne pouvons pas effacer le passé, mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Recommencer d'une certaine manière. Comment? Nous pouvons commencer par dire des vérités, même quand elles font mal, surtout quand elles font mal. J'ai hoché la tête. Alors, laisse-moi commencer. Julien, j'ai échoué avec toi. J'ai priorisé mon entreprise sur mon fils d'innombrables fois. J'ai projeté mon ambition sur toi, sans te demander ce que tu voulais. Et pire, j'ai confondu fournir des choses matérielles avec fournir de l'amour. Je pensais que payer des écoles chères et donner des cadeaux compenserait mon absence. Et je regrette profondément. Et moi, dit Julien en serrant ma main,
J'ai gardé de la rancune au lieu de communiquer. J'ai choisi une femme qui validait ma victimisation au lieu de me défier à grandir. Et j'ai laissé le ressentiment envers toi presque me coûter de reconnaître quand quelqu'un essayait littéralement de te tuer. Nous avons ri. C'était un rire mouillé, triste, mais réel. « Quel père nous faisons ?» dis-je. « Un désastre » a-t-il accepté. « Mais nous sommes un désastre ensemble. » « Julien, à propos de l'entreprise. »« Non, m'a-t-il interrompu. Pas maintenant. Je ne veux pas parler de l'entreprise maintenant. Je veux... » Il a hésité. « Je veux que tu me racontes grand-mère. Comment ça a commencé? Pas la version des magazines d'affaires, la vraie version. » Et alors j'ai raconté ma mère travaillant jusqu'à ce que ses mains saignent, mon père qui est mort trop jeune, nous laissant sans rien, la vieille scie circulaire qui était tout ce que nous avions, le premier client qui a payé 50 € pour une table en chêne, les nuits sans sommeil, la peur constante d'échouer, la solitude de construire quelque chose quand personne ne croit en vous. Et Julien a écouté, vraiment écouté. Il a posé des questions. Il a voulu des détails qu'il n'avait jamais demandés avant. Quand le soleil a commencé à se coucher, nous étions toujours à la table de la cuisine. Marguerite était rentrée depuis des heures, mais elle était allée directement dans sa chambre, nous donnant de l'espace. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Julien. « N'importe quoi. Si tu pouvais retourner au jour où je suis né, ferais-tu tout différemment ?» J'ai réfléchi longuement à cette question. La réponse honnête était compliquée. « En partie, oui, » répondis-je lentement. « Je serai plus présent. Je te prioriserai plutôt que les contrats. Mais l'entreprise, non. Parce que construire cette entreprise m'a sauvé. Elle m'a donné une identité quand j'étais juste le garçon pauvre qui avait un enfant hors mariage. Elle m'a donné du pouvoir dans un monde qui ne donne pas facilement du pouvoir aux hommes comme moi. Elle m'a donné une voix. Alors elle ne cessera jamais de faire partie de toi. Non, mais toi aussi tu fais partie de moi, Julien. Et peut-être qu'il est temps que j'apprenne à équilibrer ces parties au lieu de laisser l'une consumer l'autre. » Il a souri. « Je pense que j'aimerais connaître cette version de toi. Et j'aimerais connaître la version de toi qui joue du piano. » Ses yeux se sont élargis. « Tu te souviens? Je me suis toujours souvenu. Et je me suis toujours regretté de t'avoir fait arrêter. J'ai toujours le piano, dans l'appartement qui était le mien et celui de Camille. Je n'ai jamais joué, mais je ne l'ai jamais vendu. »« Apporte-le ici, » dis-je impulsivement. « Cette maison est trop grande pour une personne. Il y a une chambre vide qui serait parfaite pour un piano. Et peut-être, j'ai hésité, peut-être que tu pourrais venir ici parfois, jouer, dîner, juste être. » Julien a souri. C'était le premier sourire genuiné que je voyais sur lui depuis des semaines. « J'aimerais beaucoup ça, papa. » 6 mois se sont écoulés depuis cet après-midi dans la cuisine avec Julien. 6 mois qui ont changé plus que les 40 années précédentes. Je suis assis maintenant dans mon bureau, pas celui de l'entreprise, mais celui de la maison, regardant par la fenêtre le jardin où mes roses ont finalement commencé à fleurir. Marguerite m'a dit que le secret n'était pas de les contrôler, mais de les laisser pousser à leur propre rythme. J'ai réalisé qu'elle ne parlait pas seulement de fleurs. Le procès de Camille a eu lieu il y a 2 semaines, condamné à 12 ans pour tentative d'homicide avec préméditation. Diego, son complice, en a pris 8. J'ai vu Camille au tribunal une seule fois. Elle est entrée la tête basse, le côté gauche du corps toujours avec des mouvements limités. Séquelle permanente du poison qui aurait dû me tuer. Nos yeux se sont rencontrés pendant un bref instant. Je n'ai pas vu de remords. J'ai seulement vu de la colère d'avoir été prise. Julien n'est pas allé au procès. Il a dit qu'il ne pouvait pas, qu'il avait déjà fermé ce chapitre et devait avancer. Le docteur Mercier a dit que c'était sain, ce détachement, qu'il ne devait rien à Camille, pas même sa présence. Mon fils vit ici maintenant, temporairement, insiste-t-il. Mais ça fait déjà 4 mois. Le piano est arrivé le 2e mois et a été installé dans l'ancienne salle de musique que je n'avais jamais utilisée. Tous les soirs, vers 20 h, il joue. Parfois Chopin, parfois Beethoven, parfois ses propres compositions qu'il n'avait jamais montrées à personne. Et j'écoute.
Je m'assois dans le fauteuil du couloir, je fais semblant de lire un livre. Et j'écoute. Parfois je pleure, pour le talent gaspillé, pour les années perdues, pour la beauté qui a toujours été là et que j'ai choisi de ne pas voir. Hier, il m'a demandé si je voulais apprendre. « Il n'est jamais trop tard », a-t-il dit. « Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. » Alors, aujourd'hui, nous avons notre première leçon à 16 heures. Je suis nerveux comme un enfant. L'entreprise reste la mienne. Julien et moi avons eu de longues et honnêtes conversations à ce sujet. Il a admis qu'il ne sait pas s'il veut vraiment la diriger, qu'il a passé tellement de temps à penser qu'il devrait la vouloir qu'il ne s'est jamais arrêté pour se demander s'il la voulait vraiment. « Et si je ne la veux pas ?» a-t-il demandé il y a 3 mois, pendant un dîner. « Alors tu ne la veux pas ?» ai-je répondu simplement. « Et c'est bien, mais c'est ton héritage, toute ta vie. »« Mon héritage ?» dis-je en le regardant, est assis en face de moi. « Tu es mon héritage, Julien. L'entreprise n'est que l'entreprise. » J'ai vu des larmes dans ses yeux. J'ai engagé une PDG externe, une femme brillante de 45 ans qui a construit sa propre carrière à partir de zéro. Je reste président du conseil d'administration, mais je ne suis plus impliqué dans les opérations quotidiennes. Et vous savez quoi d'étrange ? Ça ne me manque pas, ou plutôt ça me manque, mais c'est une nostalgie, pas désespérée. Pour la première fois en 42 ans, j'ai du temps pour cultiver des roses, du temps pour de longs déjeuners avec Marguerite, qui insiste maintenant pour que je l'appelle juste Marguerite, sans le madame. Du temps pour des séances hebdomadaires avec le docteur Mercier, où je parle de choses que j'ai gardées pendant des décennies. Du temps pour mon fils. Julien a recommencé à faire de la thérapie aussi, individuelle, pas seulement les séances conjointes. Il redécouvre qui il est, sans l'ombre des attentes. Les miennes ou celles de Camille. Il a recommencé à composer, il pense à retourner étudier la musique. À 35 ans, rit-il, je serai l'étudiant le plus âgé de la classe. Ou le plus sage, je réponds. Il sort à nouveau avec quelqu'un, une professeure de littérature qu'il a rencontrée dans un café. Elle ne sait rien de l'entreprise, n'a jamais posé de questions sur l'argent. Elle s'est intéressée à Julien parce qu'il a récité Prévert de mémoire. Je l'ai rencontrée la semaine dernière, discrète, intelligente, gentille. Le contraire de Camille en tout point. « Tu l'as aimée ?» a demandé anxieusement Julien après. La question est « Tu l'aimes ?» Beaucoup, mais ton opinion compte. Elle ne devrait pas, tu es adulte. Mais je demande quand même. Oui, je l'ai aimée. Elle te regarde comme si tu étais plus intéressant que n'importe quel livre qu'elle ait jamais lu. Il a souri de cette façon qui me rappelle le garçon qu'il était. C'était ce que je voulais entendre. Marguerite entre dans le bureau avec du thé. Elle fait ça maintenant. Elle interrompt mes rêveries avec du thé et des conversations. Les barrières entre employeurs et employés ont disparu depuis longtemps. Elle est mon amie, ma confidente, ma famille choisie. « Vous pensez beaucoup », dit-elle en posant la tasse sur mon bureau. « Toujours. » À quoi ? À comment tout a failli se terminer différemment. À comment un murmure a sauvé ma vie. Marguerite s'assoit sur la chaise en face de mon bureau. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait il y a 1 an. « Monsieur Henry », dit-elle. Elle trébuche encore sur le nom sans titre. « Puis-je vous dire quelque chose ? Toujours. Ce jour-là, quand je vous ai heurté et chuchoté, je n'étais sûr de rien. J'avais juste un mauvais pressentiment. Et si j'avais eu tort ? Et si j'avais créé tout ce chaos pour rien ? Mais vous aviez raison. Mais si je ne l'avais pas eu, vous auriez vécu en pensant que votre belle-fille était une meurtrière, alors que peut-être elle était juste une femme ambitieuse. Julien aurait perdu son mariage pour rien. J'aurais détruit une famille sur un pressentiment. Pourquoi pensez-vous à ça maintenant ? Parce que, dit Marguerite lentement, parfois je me réveille la nuit et je pense, ai-je fait la bonne chose ? Avais-je le droit de prendre cette décision ? J'ai pris sa main. Marguerite, vous m'avez littéralement sauvé la vie. Si vous aviez eu tort, ça aurait été embarrassant, pas fatal. Mais vous aviez raison. Et vous avez eu le courage d'agir quand il aurait été plus facile de rester silencieuse. Mais Camille a des séquelles. Elle est en prison, une vie détruite.
Elle a détruit sa propre vie au moment où elle a mis du poison dans cette tasse. Vous avez juste empêché qu'elle prenne la mienne avec. » Marguerite a hoché la tête, mais j'ai vu que la culpabilité la dérangeait toujours. Culpabilité de survivante. Culpabilité d'avoir été l'instrument du destin. Une culpabilité que je comprenais intimement. « Vous savez ce que le docteur Mercier m'a dit ?» ai-je partagé. « Que parfois les bonnes personnes sont aux bons endroits au bon moment, et que ce n'est pas un accident, pas un destin mystique, mais parce que vous vous souciez assez pour prêter attention. Elle est sage, cette docteure. Vous devriez la rencontrer. Je pense qu'elle pourrait vous aider. » Marguerite a réfléchi à ça. « Peut-être que je devrais. » La sonnette a retenti. Julien et Anne, la professeure de littérature, ils venaient dîner avec nous, quelque chose qui arrive 3 fois par semaine maintenant. Des dîners simples, de longues conversations, des rires genuins. Famille, pas parfaite, mais réelle. Pendant le dîner, Anne a raconté un livre qu'elle lisait pour ses cours. C'est sur un homme qui passe sa vie à construire un empire, mais oublie de construire des relations. À la fin, il a tout et rien en même temps. « Ça semble familier, » dit Julien en me regardant avec un sourire doux. « Très, » ai-je accepté. « Comment ça se termine ? » Il ne meurt pas en réalisant qu'il a tout perdu. Il vit assez longtemps pour essayer de reconstruire. Le livre se termine avec lui qui recommence. Plus vieux, mais plus sage. Ce n'est pas une fin heureuse traditionnelle. C'est juste réel. « Je préfère les fins réelles, » dis-je. Les fins heureuses ont toujours semblé malhonnêtes. Après le dîner, Julien s'est assis au piano. Anne s'est blottie sur le canapé à côté de Marguerite. Je suis resté dans mon fauteuil habituel dans le couloir. Il a joué une nouvelle composition, douce, mélancolique, mais avec des moments d'espoir entrelacés. « C'est sur toi, » a-t-il dit quand il a terminé. « Sur nous. Sur le fait de presque tout perdre pour finalement trouver ce qui compte. Je n'ai pas pu parler. Je me suis juste assis là, les larmes coulant librement. Plus tard, quand tout le monde était allé dormir, je suis allé au jardin. La nuit était claire, les étoiles visibles même avec la pollution lumineuse de la ville. Je me suis assis sur le banc que j'avais fait installer près des rosiers. J'ai pensé à l'Henri d'il y a 1 an. L'homme qui était sur le point de transmettre l'entreprise à sa belle-fille, pensant qu'il faisait ce qu'il fallait. L'homme qui n'avait pas de temps pour les jardins ou les pianos, ou les longues conversations. L'homme qui mesurait sa valeur par la taille de son empire. Cet homme a failli mourir. D'une certaine manière, il est mort, et à sa place a grandi quelqu'un de nouveau. Pas complètement différent. J'étais toujours obstiné, j'avais toujours des opinions fortes, j'aimais toujours l'entreprise. Mais maintenant, il y avait de la place pour d'autres choses, pour les roses, pour la musique, pour les silences confortables avec mon fils, pour le thé avec Marguerite, pour les secondes chances. Camille m'a fait un cadeau terrible. En essayant de prendre ma vie, elle m'a forcé à l'examiner, à questionner ce qui comptait vraiment, à réaliser que les héritages ne sont pas faits seulement d'argent et de bâtiments, mais de moments et de connexions et d'amour imparfaits mais sincères. Julien est sorti de la maison, enveloppé dans une couverture. Il s'est assis à côté de moi sans demander. Nous sommes restés là, père et fils, sous les étoiles. « À quoi penses-tu » a-t-il finalement demandé. « À combien je suis reconnaissant, pour la vie, pour toi, pour une autre chance de faire les choses correctement. Faisons-nous les choses correctement? Nous essayons, et peut-être qu'essayer est suffisant. Papa, puis-je te demander quelque chose? Toujours. Tu regrettes d'avoir construit l'entreprise? Si tu avais su le prix que tu paierais, le ferais-tu encore? J'ai longuement réfléchi à cette question. La réponse honnête était compliquée. Je ne regrette pas d'avoir construit l'entreprise, ai-je répondu lentement. Je regrette de l'avoir laissé me consumer, de l'avoir confondu avec le succès dans la vie, d'avoir pensé que je pouvais compenser l'absence avec de l'argent. Mais l'entreprise elle-même, non, elle m'a sauvé, elle m'a donné une identité. Elle m'a donné du pouvoir dans un monde qui ne donne pas facilement du pouvoir aux hommes comme moi. Homme pauvre, seul, père célibataire, avant que ce soit minimalement acceptable.
L'entreprise était ma voix quand le monde voulait que je reste silencieux. C'était mon armure quand j'étais vulnérable. Je ne la regrette pas. Je regrette juste de l'avoir laissée être la seule chose qui me définissait. Julien a posé sa tête sur mon épaule, mon fils de 35 ans, redevenant mon petit garçon pour un moment. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. « Même avec tout, même avec les erreurs, je t'ai toujours aimé. Je sais, et je t'ai toujours aimé aussi, je n'ai juste pas su le montrer de la bonne façon. Tu le montres maintenant. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que le froid de la nuit nous force à entrer. » À la porte, Julien s'est retourné. « Papa, cette leçon de piano demain. Tu es nerveux, terrifié. Bienvenue dans mon monde d'il y a 30 ans. » Il a souri. « Mais cette fois, je serai là, applaudissant chaque fausse note, parce que ce qui compte n'est pas de jouer parfaitement, c'est d'avoir le courage d'essayer. » Pendant que je me préparais pour dormir, je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu un homme de 60 ans avec des rides que je n'avais pas il y a 6 mois, plus de cheveux blancs. Mais j'ai aussi vu quelque chose de nouveau dans mes yeux. La paix, pas complète, pas permanente, mais réelle. Demain, j'aurai ma première leçon de piano. La semaine prochaine, j'inaugurerai un programme de bourse dans l'entreprise pour les fils de menuisiers. Le mois prochain, Julien jouera dans un petit récital à l'école de musique où il a commencé à étudier. Et je serai là, au premier rang, applaudissant. La vie que j'ai failli perdre continue, différente, plus petite dans certains sens, infiniment plus grande dans d'autres. Et quand je ferme les yeux, je peux encore entendre ce murmure qui a tout changé. « Ne buvez pas, faites-moi juste confiance. » J'ai fait confiance. J'ai survécu. Et maintenant, finalement, je vis. Ce n'est pas la fin que j'avais imaginée quand j'ai commencé à construire mon empire à 18 ans. Mais c'est réel, c'est honnête, c'est à moi. Et pour la première fois en 60 ans, c'est plus que suffisant, c'est tout. Laissez votre like si cette histoire vous a ému. Commentez ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo. Auriez-vous fait la même chose qu'Henri? Auriez-vous échangé les tasses? Comment équilibrez-vous ambition professionnelle et vie personnelle? Votre participation renforce notre communauté et me motive à continuer à créer du contenu qui compte. On se retrouve dans la prochaine histoire.